Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 15 h si vous venez de nous prendre en marche. Bienvenue à l'émission AS Sport La Légende. Aujourd'hui, sur notre plateau de AS Sport plus La Légende, nous recevons quelqu'un qui a marqué vraiment son temps dans le championnat national et sur des différents terrains. Il n'est plus à présenter pour certains d'entre vous et pour d'autres, il est à présenter. Parce que ce monsieur, il a été vraiment, comment dire, Rina Adair, le vrai Rina des buts. C'est ce monsieur, je vais me tourner vers lui. On va échanger avec lui. Mais tout d'abord, avant de démarrer l'émission, il va se présenter à vous. Pour ceux qui le savent, vous allez le savoir. Affaire à suivre. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Bienvenue à l'émission AS Sport La Légende, puisque vous êtes une légende. Et nous allons vous dire bonne arrivée. Merci. Et asseyez-vous confortablement parce que vous allez vous présenter aux internautes qui nous suivent. Moi c'est Salih Diarra-Souba. J'ai joué au stade d'Abidjan comme avançante, disons comme attaquant, puis avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Ok. Voilà, nous allons maintenant démarrer la chose. Parce que vous êtes pressé de connaître un peu qui est M. Salih Diarra-Souba parce que vraiment, il a marqué son temps. M. Diarra-Souba, Oui. en quelle année commence réellement pour vous toucher au ballon? Comme tout bon enfant d'Adjamé, je commence aux alentours de 5 ans à Djamé. Je joue à Djamé. Mes parents habitaient, et d'ailleurs ils habitent toujours. D'abord on habitait vers comment on appelle ça, vers le cinéma Rossi. Après mon père a déménagé, on était au quartier Saint-Michel. Il avait acheté une cour. Et j'ai appris à jouer au contact de mes petits camarades d'enfance. Et progressivement, je me suis retrouvé dans les matchs de quartier. Et voici comment c'est parti. Et puis pour finir, je me suis retrouvé au stade d'Abidjan. Disons pas d'une manière accidentelle. Voilà, je me suis retrouvé au stade d'Abidjan. Parce que mes parents ne voulaient pas que je joue au football. Et grâce à M. Taïf François, qui m'a convaincu, qui m'a dit le foot c'est une passion. Très bon, moi, de toute façon, le foot, jusqu'à une certaine époque, a été toujours une passion pour moi. Parce que Et comment est-ce que vous avez débuté au stade comment? Cadet? Je commence au stade, j'étais en 5e, c'était en 79. Et M. Taïf François, qui avait un match en cadet, qui devait jouer contre l'Africa Sport en cadet, je crois, en demi-finale. Et l'équipe cadette du stade d'Abidjan n'était pas assez bonne. L'Africa avait ce qui se faisait de mieux à cette époque-là. Ils avaient Lago Patrice, ils avaient Saint-Sylvain, ils avaient Babelandais, ils avaient un certain Thierry Bernabé, ils avaient Kwasindri. Ils avaient ce qui se fait de mieux à l'époque. Ils avaient, comme on le dit, une belle génération. Et le stade était un peu pas bien. Et puis, ils avaient tiré l'Africa. En demi-finale, ils jouaient le dimanche. Et puis, on était le mardi. On avait un camarade qui jouait avec nous à Djamé qui a dit à son oncle, j'ai des amis de quartier qui jouent à Djamé. Je pense que si on prend cette équipe-là et qu'on la dépose en cadet sur le stade, on va battre l'Africa. Taï a dit, ah non, tu plaisantes ou quoi? Il dit, bon, on joue demain, viens nous regarder jouer. On joue à Badjam, là, le terrain de Badjam à Djamé, derrière le commissariat du 3e arrondissement à l'époque. Voilà. Et puis, il vient ce jour-là, on a fait une démonstration de football. Taï a été convaincu, il nous a appelé en privé, il nous a dit, bon, qu'il souhaitait qu'on joue pour lui le dimanche. Bon, je n'étais pas pour, ainsi que tous ceux qui allaient à l'école. Et puis, bon, il a essayé de dire, bon, venez, vous jouerez seulement uniquement ce match. Parce que après j'ai compris qu'il avait demandé pour son prestige. Parce qu'il n'avait pas une bonne équipe, il voulait relever la tête et montrer peut-être au président, au dirigeant que lui aussi, il pouvait envoyer des bons joueurs. Bon, et on a accepté, mais c'était compliqué. On a envoyé à l'école là, il y a une école primaire derrière le médico-scolaire là, qu'on appelle à côté du CG Garçon là, j'ai oublié le nom, il y a une école primaire là-bas.
Je ne sais pas comment on appelle l'école, là, j'ai oublié. J'ai oublié le nom. Non, c'est pas Aris. Après le CG garçon, juste après, il y a une école primaire là-bas. Et il y a le médico-scolaire qui est là-bas. Nous, quand on était petits, c'est là-bas qu'on partait pour faire les visites des dents, les trucs. Donc, là-bas, il avait une connaissance là-bas, qui était le directeur de cette école primaire là. Où, voilà, il est allé. Il nous a fait des quarantaines d'école primaire. Parce que pour jouer, il fallait. Oui, il fallait. Dès qu'il fallait jouer, il fallait faire jouer des gens qui avaient 15 ans ou 14 ans. Une affaire comme ça. Mais nous, on avait peut-être 16 ans. Je suis si ma mémoire est bonne. Parmi nous deux, tu avais 17 ans, l'autre avait 16 ans. Et si on était truc, ça faisait que ça posait problème. Donc, on avait des difficultés pour jouer. On a fait des quarantaines d'école primaire. Le dimanche matin, nous sommes présentés contre cette formidable équipe de l'Africa. On prétendait formidable à l'époque. Vous avez croisé, quels sont les joueurs qui étaient à ce moment? À l'Africa, c'était les Bernardin, c'était la Saint-Sylvain, c'était Lago Patrice, c'était Doumia, un gardien de but, c'était Kwasindri. Et un peu ce truc-là, mais il faut le dire aussi, ils étaient bons. Parce qu'on se côtoyait et pendant les tournois, pendant les congés dans les quartiers, les tournois des quartiers, ils avaient les qualités à eux. Et nous, comme on les côtoyait déjà, on les a vus pendant un truc. Et puis, on a joué. Et bon, d'une manière curieuse, le président Maître Mondon est venu regarder ce match. Peut-être que lui-même, Taï a sans doute dit là-bas qu'il avait trouvé des gens pour jouer maintenant. Ils sont venus, il y avait un grand monde de dirigeants du stade de l'Africa. Puis on a joué le match, ils nous ont mené en première mi-temps 2-0. Le match est fini sur le score de 4-3 pour nous en seconde mi-temps. Voilà comment est-ce que tout est parti. Moi, j'ai marqué ce jour-là, j'ai marqué 2 buts. Puis d'autres amis, bon. Après, Taï était content, il voulait qu'on continue, moi je ne voulais pas. Bon. Ça a été d'une manière générale, pendant au moins 3-4 ans comme ça. J'ai flirté un peu. Mais pourquoi vous n'avez pas voulu? Non, mais moi je voulais faire mes études. Oui, d'abord mes parents n'en voulaient pas. Mon père n'en voulait pas, ma mère n'en voulait pas. Et moi, moi-même, je n'en voulais pas. Ça, d'une manière objective, je n'en voulais pas. Parce que je trouvais que c'était trop compliqué. On s'entraînait à des heures où je devais étudier, puis j'étais interne, c'est trop compliqué. Il fallait sortir de l'internat et je n'avais aucun moyen de demander une permission. Donc tout ce que je pouvais faire, c'est de la clandestinité pour aller s'entraîner. Mais ça aussi, ça comporte des risques. Tu peux te blesser, qui est responsable? Bon, non, moi je n'en voulais pas. Et puis après, c'est devenu des trucs. Je me suis retrouvé au lycée classique avec ce même MIMAC là aussi. Et puis bon, on a continué comme ça jusqu'à ce qu'on devienne des seniors. Puis bon, on était dans le football comme ça. C'est comment on est parti pour devenir footballeur. Et quel était le match le plus dur pour vous lorsque vous avez débuté? Non. En début de carrière ou pendant toute ma carrière? Oui, en début de carrière. Le match le plus dur, moi je dirais que le match le plus dur, c'est le match, ça a été dur pour moi mentalement. Parce que sur le plan technique, physique, moi je me fais un peu confiance quand même. Et le match le plus dur, c'est le match, on a joué, j'étais junior, on a joué une demi-finale, non pas une demi-finale, pardon, autant pour moi, un huitième de finale ou un quart de finale, en 80, on dirait qu'en 82, quelque chose comme ça. On a joué contre la SEC Mimosa. On menait, il y avait au moins 8 jeunes. Il y avait moi-même, il y avait Ben Salah, il y avait, en tout cas, il y avait beaucoup de jeunes que le coach avait lancé. On était encadré par Zahou Madou Laurent, par Sina Bané. Et on a mené la SEC en première mi-temps, 2-0. Moi, j'ai marqué aussi un but ce jour-là. C'est qui est bizarre. Parce qu'on pense que j'ai un médicament contre la SEC. Voilà, ben puis on a fini, on a été battu 3-2. 3-2, avec la complicité de l'arbitre, hein, ça m'a marqué. Sinon, sur le plan physique, bon, il faut le dire qu'à l'époque aussi, les mêmes joueurs jouaient partout, dans tout Abidjan. Donc, on se voyait. Puis bon, comme à l'antenne, je n'ai pas parlé de l'agressivité de certaines personnes, de peur de les blesser. Il y a des joueurs qui étaient très agressifs. Ils étaient moi-même gravement blessé au Moulin, très gravement blessé d'ailleurs au Moulin.
Mais malheureusement, je n'ai jamais eu de fracture. Mais là, j'ai été très gravement blessé par un joueur de l'ASI. Bon, vraiment, ça m'a fait un peu mal parce que il a fait délibérément. Bon, je ne lui en veux pas. Hein. C'est ça la vie, ça fait partie des aléas du football quand tu es dedans. Mais quand c'est délibéré, c'est pas intéressant. Okay. Pour tous ceux qui veulent participer à l'émission, qui veulent appeler cette légende, M. Salou Diarra-Souba, vous pouvez appeler au 02 79 79 70 ou au 86 52 0004. Je reprends les numéros pour tous ceux qui veulent échanger en direct avec M. Salou Diarra-Souba. Vous pouvez appeler au 02 79 79 70 ou au 86 52 0004. Il est là, il va vous répondre et on va échanger dans le système du football parce que vraiment, c'est une légende qui a marqué son temps. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui veulent peut-être ressembler à ce monsieur, vous pouvez lui poser des questions sur des secrets. Et moi, je vais lui poser ces questions-là sur son secret. Votre secret surtout, c'était quoi? Parce qu'on avait beaucoup remarqué que vous étiez beaucoup bon de la tête. Quel est le secret? Moi, je suis... C'est bizarre. Je suis dans la fourchette de la taille acceptable. Je mesure 1,78 m. Donc, je ne suis pas petit. Je ne suis pas aussi grand. Mais je pense que je suis dans la fourchette du bon footballeur. Et tout petit, j'ai aimé le jeu de tête. J'ai aimé un certain Ossobech, qui jouait à Hambourg SV, qui était l'avanceur de l'équipe d'Allemagne, qui n'était pas très habile des pieds, mais qui avait un redoutable jeu de tête. Et j'avais constaté que Roubesch, pour marquer des buts, il n'avait pas trop besoin de sauter. Il suffisait d'être intelligent, il suffisait d'avoir beaucoup de malice, parce que quand le centre arrive, le défenseur, il a l'impression que le ballon viendra avec lui. Alors que c'est celui qui attaque le premier le ballon qui a le ballon. Donc moi j'avais compris ça et j'ai exploité ça. Je l'ai tellement bien fait avec un certain Moumou Fada personnel. Lui, il avait des ballons liftés. Hein, et à l'entraînement, il nous avait dit qu'il s'entraînait bien. À l'époque, il était africain en 40 junior. Et quand je m'entraînais avec lui pendant un bon moment sur les centres. Et je me suis rendu compte que derrière, c'est avec lui qui a marqué plus de buts de la tête. Que c'est Moumou Fada, que ces ballons duraient un peu, ne pas dire durer un peu dans l'espace, dans l'air. C'est-à-dire que quand il envoie le ballon ne va pas aussi vite qu'on le croit. Le ballon est lifté. Donc, le ballon prend chaque fois comment on appelle ça, des trajectoires. C'est comme si un truc qui se penche. Donc, quand quelque chose va tout droit, c'est plus rapide. Mais quand quelque chose prend une autre direction, pas une courbe, avant d'arriver à destination, met un peu de retard. Et malheureusement, les défenseurs attendaient que le ballon arrive vers eux. Mais moi, c'est vrai que le ballon qui est en train de prendre une courbe ne viendra pas aussi vite. Donc, au moment où le ballon était peut-être à 1 mètre de nous, moi, je sortais le premier. Donc, quand je sors le premier, le temps que lui réagit, moi, il est sur le ballon. Et puis, quand la balle est appuyée, c'est bien appuyé, et dès que tu l'effleures, puis tu ouvres les yeux, parce que le jeu de tête, il faut ouvrir les yeux. Puis tu n'ouvres pas les yeux, tu attaques le décor, 9 fois c'est 10. Mais quand tu ouvres les yeux et que tu attaques le ballon, avec le front, pas avec la tempe, mais avec le front, parce qu'avec le front, c'est l'os, le front, il est solide, et ça donne de la force, tu as plus de chances de marquer des buts. Et j'ai marqué beaucoup de buts de la tête. Okay. Nous avons M. Diarra de Tunis, parce que nous sommes beaucoup suivis. Oui. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nous sommes suivis par tout le monde. Oui. Il dit, explique-nous ton premier but contre l'Afrique en finale de la Coupe nationale sur instant de Ibrahim Bakayoko. Non, j'apporte une correction. Hein. Ce n'est pas Ibrahim Bakayoko qui centre. C'est lui qui centre, un gaucher qui centre de son pied droit. Bizarre, c'est lui qui Claude. Monsieur Diarra. Oui. C'est de Tunis. Voilà, il pose la question. Donc, il centre, c'est lui Guy Claude qui centre du côté droit avec son pied qui est gaucher. Mais il avait la capacité, il a la capacité
de jouer aussi à son pied droit, ce qui est curieux, ça n'arrive pas beaucoup chez les gauchers. Et puis, il était, comment on le dit, dans une dynamisme. Parce qu'on avait éliminé la SEC, qui n'était pas, qu'on présentait comme un foot de guerre. Bon, on avait battu 3-1. Donc, ça nous avait un peu bousqué. On était confiants dans nos têtes, on était confiants. Et puis, on voulait gagner cette coupe-là parce qu'on se sentait frustré de ne pas avoir été qualifié pour le carré d'as. Et pour nous, c'était un objectif. Et puis, lui passe sur le côté, il fait un centre. J'étais collé à Nieto Passignon. Le ballon arrive comme toujours. C'est une balle curviligne là, qui est en courbe, un très beau centre. J'anticipe le ballon. Et puis sur une pelouse où il goûtait légèrement, il y avait une fine pluie, il y avait un crachin londonien là, s'il s'est abattu ce jour-là, sur la ville d'Abidjan. Et je me suis dit que si je fouette ce ballon, à même le sol, au lieu de le placer en air, parce que Brice Samba, c'était le gardien Brice Samba de l'Africa, un gardien très spectaculaire, il y avait de fortes chances qu'il sorte le ballon. Donc je l'ai smatché, mais en cherchant l'intérieur du second poteau, il n'a pas bougé. Et après il m'a dit, mais c'est très fort de la tête. Il dit oui. Il est sur une pelouse glissante. Il est difficile à un gardien de but, c'est un gardien spectaculaire, d'aller chercher un ballon que saute. D'ailleurs, dans ce même match, le second but, c'est la faute à Bissamba. Et Dago Charles frappe une balle, il fait une détente spectaculaire, il tombe, comme la pelouse glisse. Il sait que quand il tombe, le ballon quitte dans ses mains, je touche le ballon. Plus vite que Nieto, malheureusement ce jour-là, Nieto n'a pas été trop bon, mais même s'il a marqué un but, il glisse avant lui, puis j'ai marqué un deuxième but. Voilà, donc je pense que c'est comment je marque le but. Comment est-ce qu'est venu le nom de Vieux Renard? Non, le vieux Renard, c'est juste en 94, j'avais 30 ans, j'avais arrêté un peu le foot, pas arrêté entre guillemets. Je jouais à Badjam, je ne jouais plus le championnat un an, il fait un an sans jouer le championnat ivoirien, par ma propre volonté, parce que je n'avais plus de motivation. Et puis, le magicien Bonquetian Martin prend le stade ne marche pas, et il tâtonne, il a fait 7 matchs, 3 défaites, 4 nuls, dans un championnat à 3 points. Quand tu prends 4 points, au lieu de 21 points, tu vois que c'est pas bon, ils étaient trop loin d'approcher les 3 premières places. Il me sollicite, il envoie quelqu'un me chercher à la maison, je viens, je me dis, bon, écoute, je veux que tu joues, je me suis entraîné, puis il me lance. Voilà, et comme à l'époque, en 80, j'étais dans un groupe où il y avait Ibrahim Bakayoko, Kamara Ibrahim, l'ex-entraîneur des éléphants, il y avait Zézé Tapé, il y avait Kamara Youssouf, il y avait Louis Guy Claude, il y avait Yoro Bitra, Dagouchal, l'artiste. Et puis, c'est des garçons relativement jeunes, ils tournaient entre 21 ans et puis 25 ans, mais contrairement à moi qui étais le seul avant 30 ans. Et quand j'ai commencé à marquer, j'ai marqué d'abord en 8e de finale. J'ai marqué 5 buts. Nous avons gagné une certaine équipe de 3e division 8-0 à Boaké. Parce que l'équipe, à l'époque, l'équipe de Boaké en 94, dans l'équipe du Stade d'Abidjan, sur l'air Boaké, marquait difficilement plus d'un but. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'ils avaient du mal à gagner des matchs. Donc il m'a lancé et pendant le match de coupe, parce qu'on a perdu la dernière journée, on a fait le match de Nabouna, on n'a pas été qualifié. Quand il est venu, je lui ai dit, mais maintenant, il faut que je peux faire mieux. Il dit, bon, oui, il dit ce que je vois, tu n'as pas de buteur, lance-moi, donne-moi ma chance, je peux faire mieux, je t'ai dit. Il dit, ok. Ben, il m'a lancé, puis bon. Il a cru en vous. Oui, mais madame Mathieu, il fait confiance. Mais il doutait peut-être un peu de mes capacités physiques, c'est tout. Et quand je marque le but à Boaké en 8e de finale, non, en 8e, en 16e de finale, après, on va à Gagnoua, on joue contre Denguele, on gagne 3-0, je marque 1-2 buts. Après, on se retrouve à Beauville, en quart de finale, on gagne 0, marque un but. Et puis, on joue la demi-finale contre la SEC, on gagne 3-1, je marque un but. Puis, on joue la finale contre l'Africa, on gagne 4-2, je marque 3 buts en 45 minutes.
Les gens me disent, mais toi, tu es un renard. Tu es le vrai renard de surface. Et on a transporté l'image que Mila, à l'époque, en 90, avait 35 ans. Il faisait ce que personne ne pensait qu'il pouvait faire. On l'avait baptisé à l'époque le vieux renard. Et c'est là, c'est ce nom-là qu'on a pu me donner. On m'appelait le renard de surface. Et comme j'étais le plus âgé, les gens disent non, tu es le vieux renard. Donc, en référence à Mila. Voilà. Et c'est comme ça le football africain. Ça va avec le joueur africain qui n'a pas de surnom, c'est qu'il n'a pas brillé. Vraiment, vraiment. Ça c'est la vérité. Vous pouvez toujours appeler, hein, je vais vous rappeler encore les différents numéros que vous pouvez appeler pour des questions à notre vieux renard. Parce que là, il vient d'expliquer tout à l'heure. Au 02 79 79 70 ou au 86 52 0004. Monsieur Diarra-Souba, dites-nous un peu, lorsque vous devez peut-être croiser l'Africa, la Soua, la Sec Mimosa pour vraiment des derbies, comment est-ce que vous-même, en tant que buteur, comment est-ce que vous préparez les matchs selon vous-même, personnellement? Non, moi personnellement, le match pour moi, c'est une compétition. Hein. C'est une compétition. Moi, je n'aime pas perdre. Je n'aime pas perdre. Et puis surtout, je me sentais frustré quand j'entendais des supporters de la SEC, même certaines personnes même disent que la SEC est supérieure au stade. L'Africain, c'est un peu moins, on n'en parlait pas trop, parce que je ne sais pas pourquoi. On ne disait jamais que l'Africain était supérieur au stade. On disait toujours que la SEC est supérieure au stade. Mais quand moi je regarde les joueurs de la SEC, depuis l'époque de D.I. Maurice, jusqu'à nous, à notre époque, je ne vois pas où la SEC est supérieure au stade. Les DI étaient supérieurs à leurs camarades de génération qui étaient à la SEC. Les Taï étaient supérieurs, les Vincent Kouadio étaient supérieurs. Après, nous sommes rentrés dans l'époque de Kofi Kouadio, de Yaya Toutou, de Alcé Daniel. Ils étaient supérieurs aux joueurs du stade, de la SEC. Sinon, ils avaient la même valeur, tous en équipe nationale, dans la même valeur. Après, nous sommes tombés. Nous, dans une génération avant moi, de Kassi Kouadio Lucien. Kassi Kouadio Lucien, peut-être que vous ne le savez pas, Kassi Kouadio Lucien, c'est un joueur du stade d'Abidjan. Peut-être que vous ne le savez pas, Kassi Kouadio, quand il était en junior au stade, moi j'étais en cadet au stade. Kassi Kouadio, c'est un joueur du stade, c'est pas un joueur de la SEC. C'est quand nous sommes tombés en deuxième division en 81, en 79, pardon, que Lucien est parti à la SEC. Lucien, c'est un joueur du stade, c'est pas un joueur de la SEC. Non, moi je me rappelle qu'à l'époque, le Lucien, le Dubaï, il y a un certain Dubaï qui a joué à la Coupe. 2, 5, 8, 5, 1. Nous avons un appel, voilà. Allô? 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 Ok, allez-y. Donc, Lucien, c'est un joueur. On ne dirait pas que les joueurs de la SEC sont supérieurs à Lucien. Non. Est-ce que les joueurs de la SEC que nous avons battus en cadet, les joueurs de la Kakwame, les gens qui étaient là-bas, nous sommes supérieurs que nous, les Ben Salah, les Tijouel? Est-ce que nous, nos générations, les joueurs de la SEC, nous étaient supérieurs? 2. D'une manière objective. Je dis non. Après, on remonte. Donc, moi, je me sentais un peu frustré. Il dit, mais attendez, il faut qu'on démontre aux gens que nous aussi, nous sommes des hommes. Ces gens-là, nous devons nous battre. Voici pourquoi. Ces gens-là ne nous battaient pas, ou nous battaient rarement. Parce que c'était une question d'orgueil. Avec cette belle équipe du stade, Oumar Ben Salah, Tijouel et autres, quels étaient vos rapports lorsque vous devez peut-être affronter soit vous devez faire une sortie, Non. une grande équipe? Non, mais... Qu'est-ce que vous dites? On était confiant, on était sûr. Moi, je me rappelle des matchs mémorables quand on joue contre la SEC et jeudi soir. 6, Deuxième match de Four. Sefel Keshi. 7, 5, Ce jour-là, on lui dit... Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonjour. Ouais, c'est Ah, monsieur. je suis dans la chaussée. C'est le frère de Khalid Diarra-Souba, là. J'appelle souvent, je rentre dans le passeport. Ok, il est Vraiment, tu m'avais dit que vous avez une interview avec mon frère, là. Donc, je vais lui poser des questions. Allez-y. Oui? Vraiment, m'avait dit que vous avez une interview avec mon frère à 15 heures. Oui, allez-y, posez la question, il est là. Ah, mais est-ce que vous êtes en ligne? Parce que je vous ai en ligne et puis je ne peux pas.
Je ne vois pas en ligne ici. Vous n'êtes pas live là bien. On vous prend en live. Allez-y, monsieur. Allô? Oui, allez-y, vous écoute. Je vous écoute. Je vous écoute. Oui, on peut poser la question? Allez-y, c'est possible. Allez-y. Ah, bonjour, salut. Il faut me la passer. Je vais poser quelques questions. Bonjour, salut. Oui. Bonjour, bonjour, monsieur. Oui, monsieur, ça m'a dit que je vais aller la Tunisie. Je vais poser quelques questions. Oui, allez-y, allez-y. Allez-y, je vous écoute. Allez-y. Ouais. Allez-y, je vous écoute. Ok, bon, il faut dire. D'emblée, c'est mon grand frère. Vraiment, j'ai beaucoup admiré. C'est un grand joueur, vraiment. Un joueur indiscutable. Vraiment, des avancées comme lui, il n'y en a pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Merci. Bon, moi, la première question, c'est quoi? Oui. Qu'il m'explique son but contre l'Africa Sport National, finale de la Coupe nationale, je crois, Oui. en 94. Oui. Pas contre l'Africa, c'est le premier but contre l'Africa. Oui. On a 11e minute, je crois, sur le centre de Ibrahim. Écoute, trajectoire. Oui. Si tu lui donnes le système de ce coup de tête pour essayer pour avoir bon, il nous explique que c'est la technique, c'est quoi. C'est mon moment, je vais savoir. Merci, merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Bon, Bon après-midi. j'avais répondu un peu, mais j'allais venir dessus parce que... Ok, bon, aussi, j'avais aussi une autre question. Oui, allez-y. Le troisième but contre le Big Samba. Pour la gauche, il se met de fond dans le milieu de terrain, il sort le dos de la défense, il part de Big Samba, il marque le troisième but. Il nous explique un peu son secret. Et qui lui dit ça? Ok. Merci, monsieur. Merci. Oui, monsieur. Ok, Oui, merci. Ok. Je vais vous faire plaisir, je vais vous répondre. Ah, c'est parce que c'est pas... c'est tout. Merci. Le premier but, le but de la tête, c'est un centre, comme j'ai eu à le dire en début de mission. Les centres, comment on appelle ça? Les centres, comment on appelle ça? Les centres en cordeau. Les centres en cordeau, il faut l'anticiper avec le défenseur. Donc moi, j'anticipe le ballon et je place une tête du front dans l'angle du petit poteau. Et puis le troisième but, Dago est parti dans un raid solitaire. Il savait qu'il n'allait pas finir l'action parce qu'il allait la battre. Parce que c'est pas possible. Il avait déjà éliminé 3-4 défenseurs. Il s'était convaincu qu'on allait la battre. Et si le défenseur la bat, la bite siffle. Mais s'il y a un attaquant du stade à côté, il va donner l'avantage. Donc il m'a donné l'avantage. Et moi j'ai éliminé Brice Samba tranquillement pour marquer les troisième but. Voilà. C'est toujours, voilà, parce que là, c'est M. Diarra. Ouais, c'est M. Diarra de Tunis. Il dit ton premier but contre l'Africa. En finale, voilà, vous avez déjà répondu sur un centre de Bakayoko. Voilà ce qui, voilà, vous venez de répondre. Voilà. C'est Dago, non. Voilà, c'est le Guy Claude. Le Guy Claude, il faut le préciser, pas Voilà, ok. Le Guy Claude. Voilà, le Guy Claude. Voilà. Maintenant, c'est que devant les défenseurs à l'époque, Bassagnon, qui était l'un des meilleurs défenseurs, ton troisième but face à Brice Samba, travail de Dago Charles. Oui, c'est ce que j'ai expliqué. Tout à l'heure, vous venez de dire. Expliqué. Voilà, oui. Monsieur Carlos, qu'est-ce qu'il y a de votre talent, voilà, avant de... Bon, reprenez-moi un peu, voilà. Donc, vous allez me répondre encore, voilà. Donc, on était tout à l'heure en train d'échanger tout à l'heure sur... la motivation. Ouais, la motivation. Avant un match, bon, tous les matchs sont importants, hein, mais il y a des matchs de prestige. Les matchs de prestige, ce sont les matchs que les gens retiennent. Oui, les gens retiennent, mais moi, je vous dis, il y a deux formidables images dans ma tête. Moi, je marque un but pour les éléphants dans un match de qualification contre le Nigeria. Un but extraordinaire. Ça, je ne sais pas si je vais le marquer encore. Mais il m'a dit, fais un travail sur le côté. C'est au cerveau moyen. C'est coupe, c'est pas si c'est coupe le choix, mais c'est pas encore. Qu'est-ce que c'est un match? Il fait un centre. Il fait une demi-volée à l'entrée de la surface de réparation. Vraiment, ce but, il marque parce que le but était beau dans sa conception comme dans sa réalisation. Et puis il y a un autre, personne n'en parle. Peut-être que les gens ont oublié. Moi-même, j'ai du mal à oublier. On jouait un match, un match de championnat, non, un match de 16e de finale de la Coupe nationale. C'était en 86 contre le Stella. On mène le Stella, non, d'entrée de jeu, et Sorokobi Sébastien.
il passe, il reçoit une balle sur le côté gauche. Mais c'est pas, sans contrôle. Il m'envoie une balle, et je ne sais pas si c'est un centre ou c'est une balle en cloche. J'étais collé au défenseur de l'Africa, c'était Nito, qui je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Non, pardon, il dit cela. J'étais collé à Djabi Sekana, pardon. Je n'ai pas dit cela. J'étais collé à Djabi Sekana. Et puis, je sais pas, j'ai eu le pressentiment que ce ballon allait tomber dans mon dos. Et puis, je pivote sur moi-même, sans regarder la chute du ballon. Je fais une demi-volée. Et puis, d'une manière curieuse, le ballon prend le coup de pied. Puis bon, vraiment. Et j'étais heureux qu'à la fin du match, M. Pancho Gonzalez, à l'époque, qui était l'entraîneur de l'équipe nationale, m'attendait à l'entrée des vestiaires. Il dit, mon petit, j'ai vu des avancantes, mais tu es extraordinaire. Il dit, merci coach. Quand ce but, vraiment, c'était un but extraordinaire. C'est vrai, il a eu d'autres buts. Il a eu le but de la demi-finale contre la SEC. Le premier but, où si j'ai reçu une balle d'eau au but, je pivote. J'ai fait une demi-volée du pied gauche face à Lucien Konaté. Ça, ce sont des beaux buts, ce sont des images qui marquent. Ça, ce sont des beaux buts. La première fois, lorsqu'on vous a appelé à l'équipe nationale, oui. Quel sentiment qui vous a donné? Oh, c'est un sentiment de joie et puis de fierté. Parce que c'est une consécration, c'est des fiertés. C'est des fiertés. On était là-bas, on était constamment ensemble. On est resté ensemble là-bas constamment. Quels sont ceux que vous avez trouvés là-bas en ce moment? J'ai trouvé là-bas ma génération. C'est ma génération. Les Ben Salah, que Ben Salah venait partir à 7, avec Gadi Seli. Il y avait tout ce que tu connaissais. À Aboulay, il était à cheval entre 7 et puis quoi. Il y avait lui, il y avait Youssouf. Il y avait Maniao, qui était mon voisin de chambre. Il y avait Misa Victoria, Misa Pascal, Lignon Nagueux, Sekoubamba. Donc c'était ma génération qui était là-bas. Une génération, cette sélection dominée en majorité par les joueurs de la SEC. À l'époque, nous n'étions que... J'étais seul. Après, Joël m'a rejoint là-bas. Nous n'étions que deux. Deux joueurs, un joueur du Stade, deux joueurs, deux joueurs, puis Joël est venu une semaine après. Après, bon, comme nous sommes rentrés, Joël est venu une semaine après. Parce que c'était ce qui était normal d'ailleurs. Parce que moi-même, personnellement, je n'avais pas compris que je compose une paire avec quelqu'un. C'est lui et moi qui faisons l'attaque. On appelle un, puis bon, l'autre, on le laisse. Bon, moi, j'avais trouvé ça un peu bizarre. Bon, après, je me suis dit, mais comme je ne joue pas la SEC, peut-être que ça commence à dire qu'il n'est pas là-bas. Mais après, ça t'a corrigé. Hein. J'ai dit ça pour rire un peu. Voilà, et puis il est venu. Bon, on est restés ensemble. Bon. Mais il faut dire aussi qu'à l'époque aussi, les gens qui étaient en Europe étaient privilégiés quand même. Quels sont les joueurs qui vous ont beaucoup peut-être fatigué, les défenseurs qui vous ont beaucoup fatigué, qui vous empêchaient même de vous exprimer lorsque vous êtes en face des buts? Non, mais D'abord, on commence d'abord par la SEC Mimosa. Vous aimez la SEC, hein? Oui. La SEC, je parlerai peut-être un peu de l'intelligence défensive de la SEC, hein? Parce qu'ils avaient cette capacité-là En réalité, la SEC n'a jamais eu un libéré et un stoppeur. Il s'échangeait, bon, il a eu une paire Fallait à la SAP, une paire très intelligente. Très intelligente, cette paire-là. Elle m'a aussi fatigué, cette paire-là. Elle était très intelligente. La paire Fallait à la SAP, c'est une paire très intelligente. Il fallait. C'est un garçon très intelligent. Puis Alassane aussi, c'était bon. Après, il a eu Gislain qui a tenté, mais la paix Alassane, Fallait, c'était bon. C'est très bon d'ailleurs. Très bon. Et au niveau de l'Africa? L'Africa, ils ont eu par leur tradition, ils ont toujours eu des défenseurs de combat, hein, de rigueur, donc ils sont présents dans l'agressivité. C'est l'une des rares équipes qui a encaissé le moins de buts. Il faut dire que les matchs contre l'Africa étaient des matchs difficiles. Parce que tout le monde là-bas, ils avaient des guerriers. Des gens qui mettaient le pied, qui étaient au combat. Mais il faut te dire que la défense de l'Africa, à l'image de Nyoto Passagno, à l'image de Louis-Fait, nous avons un appel là. Allô? Allô? Oui, maintenant. Oui, je vais intervenir encore. Allez-y, monsieur. Monsieur Diarra.
Oui. Bon, je viens de croiser maintenant Kofi Badou, l'ancien, comment on appelle ça même, l'ancien sociétaire de d'Abidjan. Sur Facebook. Oui. Il m'a dit qu'il transmettait les salutations à mon frère Salih Diassoua. C'est bien, ok, à part ça, je lui ai mis sur WhatsApp. Maintenant, bon, je voulais un peu venir sur l'anecdote sur mon frère. Oui. Juste avant la demi-finale contre la SEC d'Abidjan, 3-1. Oui. Et 2 jours avant, oui. Il est passé au quartier, au Placalidrome, oui. chez Mamie, là. Oui. Il connaît l'endroit. Oui. Il a dit aux supporters de l'Africain de venir au stade. Il va battre la fête. Les supporters de l'Africain sont venus au stade et il a battu la fête. Une semaine après, il a dit aux supporters de l'Afrique d'Abidjan de venir au stade qu'il allait battre l'Africain et il a fait. Tu comprends? Maintenant, bon, moi, je voulais lui poser une question, quoi. Oui. Si c'était un prévoyant ou bien bon, quels sont les sentiments qui l'amenaient à dire qu'il allait battre une équipe et il le faisait? Qui nous explique un peu son anecdote? Non, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il appelle non, c'est pas M. Diarra. Non, c'est pas M. Diarra, ça. C'est son ami. D'accord, ok. Oui, mais merci beaucoup. C'est difficile à expliquer parce que la sorcellerie n'existe pas au football. C'est plus une question de motivation. Parce que comme je vous le disais en début d'émission, moi personnellement, ces deux équipes-là, je me suis toujours dit que elles n'ont jamais été supérieures au stade. Donc quand je pars contre ces équipes-là, je me sens à l'aise. Je suis plus détendu. Je sais que la valeur qui est en face de moi est une valeur qui est surfaite, qui n'est pas... C'est pas réel. C'est-à-dire que c'est un peu du maquillage. Donc moi, je suis un peu né à Djamé, donc ça ne m'impressionne pas. Je sais que la SEC, comme je le dis, je les ai souvent battus, je les ai souvent marqués, parce que j'étais convaincu qu'ils n'étaient pas à l'époque, maintenant ils le sont, ils n'étaient pas à l'époque, franchement, à la fin des années 80, 90 jusqu'à la fin des années 80, non, 80 jusqu'à la fin des années 80, j'ai toujours remis en cause la valeur de la SEC. Donc j'étais convaincu qu'on allait battre l'Africa, on allait d'abord battre la SEC. Et moi, j'étais heureux à l'entraînement. Il a dit au camarade Ibrahim, il dit, je suis content qu'on ait tiré la SEC, c'est le match le plus facile. On avait la SOA, on avait l'Africa, puis là, je ne voulais pas de la SOA. Je ne voulais pas la SOA parce que je me dis qu'ils vont nous emmerder, ils vont pourrir le jeu, ils ne vont pas jouer. La SEC va jouer. Et quand si la SEC joue, que l'on joue, il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas. Il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas. Tenez-vous bien. Nous, je marque, on marque nos propres camps. Dago Chal qui est égalisé contre la SEC. Ce n'est pas un joueur de la SEC, c'est Dago Chal qui est égalisé contre la SEC. Mais ça ne nous a pas empêché de marquer 2 fois par Bakayoko et puis par Logi Club. Donc c'est pour vous dire que on était sûr de nos forces, de nos valeurs. Et moi, j'étais convaincu qu'on était meilleur, qu'on devait gagner. Mais malheureusement, on a eu un très mauvais parcours pour arriver au carré d'as. Ce qui nous a donné l'allure d'une équipe de seconde zone. Mais dans le fond, ce n'était pas vrai. Vous avez la salutation de ce grand monsieur. Aujourd'hui, il est le président d'Adisafat, monsieur Traoré Nebié. Oui. Vos rapports avec monsieur Traoré Nebié? Alassane, c'est un garçon bien. C'est un jeune frère du quartier Saint-Michel. C'est un garçon sympathique, respectueux. Et il a commencé bien après nous. Et il a beaucoup privilégié les études au football. C'est un très bon footballeur. Et je suis content, je le félicite. C'est lui-même qui m'a appelé. Il m'a dit, grand frère, j'ai vu que tu viennes. Il m'a dit ça 1-2 fois. Il a dit, bon, j'ai compris, mais quand quelqu'un te respecte, il faut faire attention. Quand un petit frère te respecte, il faut lui montrer aussi que tu mérites ce respect-là. Donc, à cause de lui, j'ai dit, bon, je viens, je suis venu. Et j'avais vu même en parenthèse qu'il y a certains qui voulaient faire des faux bons. C'est un joueur, il m'a dit, non, il dit, Alassane, je serai là. À quelle heure? Il dit 15h. Il dit, c'est là à 14h15. Et vous avez respecté ce rendez-vous-là. Et justement, il nous envoie quelques messages de votre part. Il dit merci d'avoir accepté votre présence parce que vous êtes là. Donc vraiment, nous sommes vous remercie parce que vous avez honoré à votre rendez-vous. Il dit tu es pour nous le symbole de la combativité.
le prototype du vrai attaquant. Vraiment. Parce que déjà, moi-même, personnellement, je vous dis que moi, je suis supporter de la SEC. Parce que vous m'avez posé la question tout à l'heure. Que vous parlez beaucoup de la SEC, effectivement, parce que vous m'avez beaucoup fait de stade Félix Houphouët. Parce que quand vous rentrez, toujours à la deuxième mi-temps, mais j'ai dit, mais attends, il va nous tuer, et puis vous rentrez, puis vous faites le travail. C'était. Votre secret. Non, c'était. Vous savez, le foot. Parce qu'on dit que vous aimez beaucoup les défis. Non, le foot entre des mythes. C'est ça qui fait le charme. Vous savez, le foot, on fait tout. On a tenté pendant des années de vouloir casser un peu le monopole du football. Mais le foot, c'est un mythe. Le foot, il faut t'arranger. Il faut, quand tu es dans une affaire, il faut faire de telle sorte que les gens gardent des souvenirs de toi, des bons souvenirs. Et moi, je remercie Dieu. Je me suis arrangé à ma manière pour que les gens gardent des bons souvenirs de moi. Vraiment. Et je suis content que des gens ont donné mon nom à les enfants, rien que par amour pour moi. Et ça m'a beaucoup marqué. Et quand des personnes font ça, il faut dire que vraiment c'est bien et qu'il faut être humble, il faut truc, sinon il n'y avait rien de sorcier, c'était l'envie de jouer au football, de démontrer que le foot, c'est un lieu, non seulement se fait plaisir, mais c'est un lieu c'est un endroit où on doit prendre sa responsabilité, on doit assumer ce qu'on fait, on a tout laissé pour jouer au football, on doit bien le faire. Et puis vraiment, moi, je n'ai pas de limite, je joue au football par plaisir, puis par conviction. Ok. Toujours, M. Nibié, voilà, et dit pour la jeune génération, tu es à toi seul un véritable, voilà, on peut dire une école du football, parce que là, vraiment, on vous sent, et puis on sent encore en vous que vraiment, si c'était à refaire, voilà, je crois que vous êtes encore partant. Oui, non, je serais partant. Moi, je dis toujours aux gens. Hein, voilà, donc il dit vraiment, tout le monde est fier de vous. Oui, moi, je serais content de refaire ce parcours-là. Mais je dirais aussi aux gens, parce que tout le monde est fasciné aujourd'hui par le foot. Parce que c'est du business maintenant. Mais je dirais aux gens, nos amis qui nous écoutent, qui nous regardent, de laisser les enfants partir à l'école. De laisser les enfants partir à l'école. L'école est l'endroit le plus sûr pour la réussite sociale. L'école est très sûre. Le foot, c'est pas sûr. Le foot, il y a des gens qui m'appellent, il y a des gens qui me demandent des services. Mais moi, quand je te connais, je ne prends pas ton fils. Je ne prends pas ton fils tant que ton fils n'a pas eu le bac. Parce que, vous savez, je connais une période de un an et demi, j'étais dans le vide. Et puis je suis revenu. Non, ils sont nombreux qui sont pas dans le vide, qui sont restés. Ça, c'est une chance, c'est le talent aussi qui fait ça. Donc, si quelqu'un, vous avez votre fils, quelqu'un a son fils, nous regarde, qui laisse les enfants aller à l'école, aujourd'hui, à 16 ans, 17 ans, on a le bac. 18 ans, on a le bac. Mais quand vous voyez un garçon qui a 18 ans, qui joue en équipe première, c'est que c'est un surdoué. On joue à l'équipe première à partir de 20 ans, 21 ans. Mais à 20 ans, 21 ans, aujourd'hui, encore devant dans le bac. Pourquoi il voit des gens, ils laissent les enfants, ils poussent les enfants à abandonner les études pour aller jouer au football. Et si le foot ne marche pas? C'est ça. Et malheureusement, quand tu expliques aux parents, on pense que tu es méchant. Et j'ai lu quelque part dans un journal français, et Didier VI, qui a fait une étude en France, même pas ici en France. C'est 1000 enfants qui sont entrés dans un centre de formation, ils rentrent aux alentours de 10 ans, et à peine 2 ou 3 ou 5 qui arrivent à gagner leur vie à la fin de la formation. C'est-à-dire, ils deviennent des footballeurs. Les autres sont où? Une fois, je m'asseyais avec un ami qui me tracassait pour son fils. Il dit, bon, viens à un match de cadet. Ce jour-là, il y a eu 2 matchs cadets. 2 équipes, 4. Non, 2, 4. À la fin, je lui dis, tu vois, là, ils sont 18 sur la fin du match. Ça va être 36 et 18 par 4. Ça fait 72. Et il dit, parmi les 72, il revient ici dans 5 ans, il y a peut-être 2 qui vont gagner leur vie avec le foot. Il dit, ah bon? Et lui? Et les autres, ils vont où?
Si tu laisses tes études, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut toujours encourager les enfants à faire des études, mais pas des études, des semblants d'études, des bonnes études. Des bonnes études. Les parents, c'est des bonnes études. Il a le bac, il a 16 ans, 17 ans, 18 ans, il va au football. Il va au football. Maintenant, si le foot ne marche pas, bon, mais quand l'enfant laisse les études, c'est vraiment, donc vraiment, c'est ça. Voilà. Ok. Nous avons aussi Branco, l'ex-ancien joueur du LASEC Mimosa. Oui. Voilà. Il vous félicite. Il dit ouais, vous avez été l'un des meilleurs attaquants. Vraiment, il vous a vraiment respecté. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour lui. Voilà. Et quel est l'entraîneur Oui. qui vous a vraiment marqué dans votre carrière? Bonquet. Quel Bonquet. est vos rapports? Bonquet, parce que c'est un magicien. Bonquet Tia, c'est un magicien. Hein? Moi, j'ai vu des entraîneurs. Mais Bonquet Tia, c'est un magicien. Bonquet. Parce que je me souviens, il vous fait une anecdote. Allez-y. Oui, je devais être en seconde, je pense, ma mémoire est bonne. J'étais en seconde au lycée classique. Il devait être en seconde ou en première, entre les deux, au lycée classique. On était à la fin des... on venait de finir l'école, à peu près, le mois de juin. On va jouer à Yamoussoukro. Un match de championnat. Moi, je me suis entraîné une seule fois un jeudi, celui de jeudi. Bonquet a fait 2 camps. Bonquet ne me connaissait pas. Et puis, d'une manière curieuse, il demande au truc. Il dit, ce garçon-là, il a une licence. On regarde, oui, lui, il a une licence. C'est un gars qui aime trop papier. Et puis, il me retient. Il va à Yamoussoukro, on fait le dégraissage. Le matin, on dort à Yamoussoukro, on est présent. Matin, dégraissage. 6h30, tout le monde descend. Il y a 15 joueurs, sauf un. Dre Moïse, qui était par la Côte d'Ivoire 84, c'est une année, c'est pas de 85 peut-être. 85, oui, c'est ma meilleure bonne. Et Dre Moïse, il refuse de descendre. Ah bon? Ouais, Dre Moïse ne descend pas, parce que c'est il était l'avant-centre de l'équipe de Côte d'Ivoire 84, il avait un gros nom, il avait, puis à l'époque, les 2 avant-centres du Stade d'Abidjan, c'était Thialona Kofi, avant-centre de Côte d'Ivoire 84, premier buteur de la Coupe d'Afrique 84. Il y avait Dre Moïse aussi, meilleur buteur du championnat, qui vient d'Alois. Non. Je suis face à 2 adversaires. Le 3e, peut-être, Joël, qui n'avait pas été retenu. Donc, je suis là-bas. Moi, je suis là. Bah, je suis content d'être là. Je vais jouer au football. Et Bonquet envoie son agent le chercher. Et Dre Moïse dit qu'il ne vient pas. Donc, il fait le dégraissage. Puis, dans le classement, il met avant-centre. Puis, le président de l'association de football de l'époque, il descend Barthélemy, il dit à Bonquet, ah non, mais tu ne peux pas faire ça. On ne peut pas quitter Abidjan pour venir à Yamoussoukro, puis tu amènes un gamin, tu laisses Dre Moïse, on vient là pour gagner. Bonquet dit, si on peut le match, j'ai dit, je n'ai pas à vous prendre notre entraîneur. Puis, ok, on va au match. On va au match, on joue, on gagne 2-0. Il marque 2 buts en première mi-temps. Et voici comment. Et il me dit, Bonquet me dit, ça je n'ai pas voulu le dire, mais il dit avant le match, il dit, mon petit, si tu as de l'orgueil, il faut le prouver. Moi, ça m'a marqué. Parce qu'un entraîneur qui te dit, oui, un entraîneur qui te dit, avant le match, tu sens que devant toi, il a été un peu fustigué, il a été truc. Et puis, au moment où tu lances sur le terrain, il te dit, mon petit, je ne te connais pas, si tu as de l'orgueil, il faut le prouver. Tu vois, quand c'est comme ça, puis il a eu des matchs. Donc, avec la simple parole, arriver à motiver. Et donc, c'est ça aussi la force d'un entraîneur. C'est un homme, il a lié la sympathie et puis le travail bien fait. C'est un homme merveilleux. Okay. Nous sommes suivis vraiment parce que votre émission d'aujourd'hui, parce que vous êtes une légende, vraiment, on doit vous magnifier parce que vous avez marqué votre temps. Nous avons un internaute au nom de M. Solo Nebié qui est coach. Il dit quel souvenir garde-t-il de l'AS athlétique? Mais l'AS athlétique, je suis toujours athlétique. Je suis membre fondateur de l'AS athlétique. Bon. Je suis toujours, même ce matin, oui, c'est moi, je suis toujours fondateur de l'AS athlétique. Je suis membre fondateur de l'AS athlétique. C'est nous qui avons créé l'athlétique, c'est pas avec ta feu Traoré Lassana, moi-même, Doumbia, puis que les gens quelques gars là.
On a créé Bangali, Parigo, Père Sodam. C'est nous qui avons créé l'athlétique. Pour ne pas trop me lancer des fleurs, ma mémoire est bonne, mais c'est qu'elle est bonne. C'est moi qui allais payer les droits de participation de l'Est athlétique, puis qu'au départ, on avait refusé que nous jouions en deuxième division. Et la demande avait été rejetée. Et à l'époque, on était un peu désemparés. Je lui ai dit, bon, écoutez, je vais tenter un dernier coup. Je lui ai dit, M. Kouna Adjouma, qui était le président de la Ligue. Il dit, M. Kouna Adjouma a été mon vice-président quand moi je suis au stade d'Abidjan. Je vais le voir, je vais tenter un dernier coup. Si ça ne marche pas, on laisse tomber. Vous savez, M. Kouna Adjouma, par amitié pour ma personne, puis pour le football, il a accepté. C'est un tenant, il a intégré l'athlétique au groupe qui jouait la deuxième division. Donc, je suis membre fondateur de l'AS Athlétique. Donc, l'athlétique est là, ils sont en troisième division, ça ne marche pas trop fort. C'est vrai, parce que le foot aussi, c'est une combinaison un peu complexe. Au foot, il faut un peu d'argent. Quand on n'a pas l'argent, pour accompagner une équipe, c'est difficile. La formation, c'est bien, mais la formation a ses limites. La formation, c'est pour jouer dans les quartiers, pas pour jouer en compétition. Et les gens sont nombreux qui pensent qu'il faut attendre la subvention de la fédération pour faire un club. Ce n'est pas possible. Tenez-vous bien, pour faire un match, il faut au minimum 2 millions. C'est-à-dire que le week-end, j'ai un match le samedi prochain, je commence lundi à 2 millions. Oui, mise au vert, prime de match. Même regardez simplement, vous partez sur la scène, si des trucs simples. Hein. Il dit, bon, ici mes joueurs gagnent, on est en deuxième division, je leur donne 30 000. Si la fin de mois, il y a 18 joueurs. Et encore 30 000, c'est quand vous n'avez pas d'argent. Donc, vous avez dit, vous donnez 40 000 francs. Si on va sur la base de 40 000, tu as près de 720 000 par là pour les 18 joueurs. L'entraîneur, souvent, il a le double de la prime. Les collaborateurs qui sont à côté, l'entraîneur, joueurs, vous tenez de 1 million. Vous allez à l'hôtel. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il est rare de trouver un hôtel confortable à moins de 10 000 francs la nuit. Dans le minimum, c'est entre 12 et 15 000. Quand vous négociez. Et quand vous partez avec une délégation de 20 personnes, il vous faut au minimum 10 chambres. Au minimum 10 chambres. Si vous avez pris des chambres de 15 000, qui fait derrière, la nourriture, le plat le plus bas, c'est 1 000 francs. Les joueurs sont capricieux. Et ils regardent l'endroit où ils mangent. Ils regardent ce qu'ils vont manger, le petit déjeuner. Donc, on essaye de créer des conditions un peu trucs. Donc, vous voyez que pour bien jouer, il faut 1 500 000 et 2 millions. Parce que quand le garçon joue son match, un match, vous ne payez pas la prime. 2 matchs, vous ne payez pas la prime. La démutation s'installe. Donc, quand on n'a pas c'est difficile pour l'athlétique, parce que le nerf de la guerre ne suit pas. C'est trop compliqué. Nous avons un internaute, disons, un secteur où vraiment, ça c'est le quartier Alem, voilà, qui pose la question, qui dit qui a le plus de chances de devenir le prochain président de l'Afrique, selon vous? Souri Diabaté. Souri Diabaté. Parce que, oui, vas-y. Oui, allez-y, oui. Non, Souri Diabaté, pour moi, il remplit toutes les conditions. La première condition, vous savez que c'est un domaine technique, administratif, il a fait plusieurs formations, il a fait plusieurs trucs, et puis il est dans le milieu. Vous savez, en 98, beaucoup ne l'ont pas pensé. Hein. Quand Jean Avranches partait, Blatter était candidat. Blatter était donné perdant parce que Blatter ne sonne pas dans l'oreille des gens qui entendent toujours. Il y avait d'autres candidats qui étaient là, qui semblaient trucs, mais quand ça truc. Quand tu es au contact des gens qui sont au quotidien, à un moment donné, ça passe. Hein? Ça passe. Là, bon, je n'ai pas dit qu'il va gagner à tout prix. Hein? Je pense que du fait que... Voilà, je pense que du fait qu'il soit en contact, il a plusieurs connexions, il a plusieurs trucs. Je peux me tromper, c'est un humain. Hein? Voilà, les hommes se trompent. Moi, c'est ma pensée de voir. Il dit pas. Je n'ai pas dit qu'il va gagner, il dit. Il a peut-être certainement plus de chance. Parce qu'en Côte d'Ivoire aussi, il faut peser tes mots quand tu parles. Vous êtes toujours dans le
domaine footballistique. Oui. En tant que Oh, je suis en tant qu'encadreur. encadreur, centre de formation. Non, j'étais dans le staff du SOE. Bon, depuis 1 an, j'ai quitté le staff du SOE. J'ai fait pratiquement plus de 10 ans là-bas avec les jeunes du Mandé. J'ai pris un peu mes distances vis-à-vis de ce club-là depuis plus d'1 an. Et pourquoi vous n'êtes pas allé vers votre club formateur, le Stade d'Abidjan, aujourd'hui qui est quelque part... Qui est quelque part en deuxième division? Oui. Vous savez, il y a tout le secret. On est en route. Comme on le dit, on est en route. Peut-être que la prochaine personne, prochainement quand je viendrai ici, oui, je viendrai peut-être qu'avec ce statut-là. Donc on est en route. Pourquoi pas? Ça ne soit non, plus à donc je viendrai avec ce statut-là. À ma prochaine visite. Ok, donc pouvez-nous faire un peu comment est-ce que vous voyez le championnat national aujourd'hui par rapport à votre temps? Non, mais le problème c'est complexe. Hein. Vous savez, à l'époque, le transfert était difficile. Il y avait trop de parcours à franchir pour arriver à ce qu'on a. Parce que d'abord, un joueur ne quittait pas le pays. C'était difficile de partir. Maintenant, c'est un jeu. C'est un jeu. Vous êtes là, puis à midi, on vous dit, écoutez, bon, demain, on a besoin de vous demain quelque part là-bas. Allez à l'aéroport, prenez un billet d'avion pour venir. On a réglé tout en ligne. À l'époque, il fallait adresser un courrier. Le courrier mettait 2 semaines pour aller en France. On devait te répondre par le courrier. Et puis bon, il y a trop de tracasseries. Donc aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, c'est du business, comme on le dit. C'est du business. Et ça fait que les joueurs qui jouaient ensemble pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, les équipes étaient fortes. Aujourd'hui, les équipes sont moins fortes. Parce que chaque année, on renouvelle, on change. Dès qu'un joueur sur la tête de l'eau, on se précipite, le président est pressé de le vendre, le joueur même est pressé de partir, ce qui est normal. La famille, les amis, tout le monde est pressé. Et puis souvent on dit, écoute, tu es trop fort, pourquoi tu joues ici? On est fort souvent dans la tête, mais pas forcément avec ses partenaires, avec ses chambres. C'est difficile. Et souvent, ce sont des causes d'exécution. Voilà. C'est ça qui crée cette différence-là du truc. En tant qu'une légende qui a marqué son temps vraiment dans le championnat national, il y a des générations aujourd'hui qui veulent peut-être ressembler à Salou Karasouba. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces générations-là vraiment qui veulent vraiment embrasser la carrière footballistique? Non, mais moi, je dirais toujours, comme tu me le dis, il demande aux jeunes d'aller à l'école. D'aller à l'école, de jouer dans les quartiers. Nous, on a joué dans les quartiers. Hein. Moi, quand je parle de ma génération, ceux qui s'entraînaient régulièrement en cadet, qui allaient tous les jours, ils ne sont pas nombreux à avoir été footballeurs. Donc moi, je leur demande, contrairement à nous, qui étions vieux quand on va à l'école, ils ont une chance extraordinaire. Ils ont 16 ans, 17 ans, ils sont en terminale. Moi, quand il avait 16 ans, j'étais en cadet. Donc, je leur demande d'aller à l'école. Quand ils vont avoir le bac, s'ils souhaitent jouer au football, qu'ils viennent au football, mais pas avant. Vraiment, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. On s'entraîne dans la journée. Au moment où on s'entraîne, toi, tes camarades sont en train d'écrire. Donc, il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Dès que vous avez le bac, si vous avez envie de jouer au football, vous venez au football. Parce qu'il n'y a que 25 places dans une équipe de football. 25 places. Et la sélection, même si votre sponsor est ami de l'entraîneur, l'amitié va s'arrêter au niveau du test. Si le test n'est pas convaincant, il ne va jamais te mettre dans son équipe parce que si ça ne marche pas, ils vont le limoger. Et tout entraîneur au monde veut avoir les meilleurs joueurs. Donc, aucun entraîneur ne va entraîner un joueur qui n'a pas le niveau. Ok, nous avons une question qui vient d'arriver d'un internaute. Il dit, en tant qu'attaquant, à quel joueur dans le monde vous avez voulu ressembler? Quel attaquant vous avez voulu ressembler? Que j'ai voulu ressembler à l'époque? À l'époque? Oui, à l'époque, oui. Oh, je cherchais des buteurs. Moi, je suis un fan des buteurs. Moi, j'ai aimé des buteurs des légendes comme Jack Miller. Lui, c'était un buteur. C'est vrai, il n'était pas un grand technicien, mais c'était un buteur. Vous savez, moi, quand j'arrive sur un terrain de football, il demande le rectangle.
le retard devant les buts. C'est là qu'est ma zone d'évolution. Donc tous ceux qui s'expriment là convenablement, j'ai de l'admiration pour eux. C'est pour ça que j'aime bien Cristiano Ronaldo, parce que c'est un buteur. Il a de la rage, c'est un buteur. Et souvent c'est un buteur, il est prêt, il est tout le temps. Il y a des moments qui c'est difficile, mais c'est un buteur. Et moi j'ai aimé Jack Miller. Vraiment, nous, on a été tellement heureux de vous recevoir après tant d'années, voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas où se cachait ce grand monsieur. Nous l'avons déniché aujourd'hui grâce à ce grand monsieur que nous allons toujours saluer, le président Népié Traoré, le président d'Adesafat. Vraiment, merci à vous, monsieur le président, et surtout, vraiment, merci à vous, monsieur Salou Diarra-Souba, dit le vieux Renard, parce que là, ce nom-là, voilà, elle reste toujours. Voilà, donc, vraiment, merci à vous d'être venus. Et sur ce, nous allons rendez-vous le jeudi avec un jeune talentueux aussi, comme M. Salou Diarra-Souba, Denis Tiao, qui sera avec nous ici jeudi. Nous allons échanger aussi avec lui sur sa carrière footballistique. Il va nous dire beaucoup de choses. Merci beaucoup à M. Djigiba, imprimerie, et M. Tini Bema à la caméra. Sur ce, on se donne rendez-vous jeudi. Merci. Bye bye. Merci, monsieur.